Kichisipi Anishinaabe. Ho. Nous voilà à La Rochelle, en France, au mois de mars 1613. Samuel de Champlain se sent étouffé entre les quatre murs de son domaine. La dernière fois qu'il est venu au Nouveau Monde remonte à 1611. Lors de cette traversée, son navire avait failli se faire fracasser plus d'une fois par des immenses icebergs. Quand j'étais plus petit, mon pépère Bernard m'a conté qu'au cours de ce voyage, Champlain avait beaucoup exploré la région de Montréal. Il avait même identifié un endroit qu'il a surnommé Place Royale. Champlain avait l'intention d'y bâtir une habitation. Ce grand rêveur y avait semé un jardin. Et pour impressionner ses alliés autochtones et gagner encore plus leur confiance, notre courageux Samuel avait sauté les rapides de Lachine en canot d'écorce. Mais suite à ce voyage de 1611, Champlain a déjà passé plus de 2 ans chez lui à transformer les notes de son journal en récit qu'il a intitulé « Les voyages du sieur de Champlain ». Il a aussi dessiné la première carte de la côte est de l'Amérique. Grâce aux détails que le jeune Étienne Brûlé lui a donnés, on observe que le fleuve Saint-Laurent mène vers de grands lacs autour desquels on peut rencontrer de fascinants peuples indigènes et découvrir plusieurs richesses encore inconnues. Mon grand-père Yves admire énormément Samuel de Champlain, entre autres parce qu'il est un écrivain passionnant. Mon grand-père possède même une copie de son journal. Depuis que je suis toute petite, il me raconte plein d'anecdotes sur le premier voyage de Champlain dans notre région, l'Outaouais. J'ai appris que depuis son premier contact avec mes ancêtres algonquins Anishinaabe, ça faisait déjà 10 ans que notre ami Samuel souhaitait remonter notre grande rivière, la Kichisipi, et tout le pays d'en haut. Mais quand il a appris que les Anglais, menés par Henry Hudson, avaient commencé eux aussi à explorer le pays dans les eaux glacées du Nord, aventurier comme il était, Champlain ne pouvait pas rester en place. Samuel avait grand besoin de prendre le large, de respirer l'air de la mer et surtout les parfums de sa Nouvelle-France. Il a écrit dans son journal « Le désir que j'ai toujours eu de faire de nouvelles découvertes en la Nouvelle-France m'a fait chercher de plus en plus, d'autant que chacun voulant cueillir les fruits de mon labeur en espérance d'arriver des premiers en ce pays. » En 1613, Champlain se préparait donc à effectuer pour une 13e fois la dangereuse traversée de l'Atlantique avec son bon ami, le vieux capitaine Pont-Gravé. Il voulait venir explorer la Kichisipi et tout le pays d'en haut. La Kichisipi, pour qu'on s'en souvienne, c'est notre grande rivière qu'on nomme encore par habitude la rivière des Outaouais, même si ces derniers n'ont jamais habité. L'éclaireur Nicolas de Vigneault a raconté à Samuel que, l'hiver précédent, grâce aux Algonquins du chef Tessouat, il s'était lui-même rendu par la Kichisipi jusqu'à la mer du Nord, la baie d'Hudson. Cette nouvelle m'avait fort réjoui. Je trouverais bien près ce que je pensais bien loin. Je fus joyeux sur l'espérance de voir cette mer tant désirée. Nicolas lui a juré qu'il a même vu l'épave d'un navire anglais qui s'était échoué dans cette fameuse mer du Nord, et même que 80 Anglais y auraient perdu la vie. Champlain s'est dit qu'en remontant l'Outaouais avec cette expédition, il pourrait renforcer son réseau de traite des fourrures et prendre possession du territoire au nom du roi de France. Mais Samuel rêvait surtout de trouver enfin, à partir de la baie d'Hudson, une route vers le Pacifique. Champlain ferme les yeux. Il revoit l'image de cette grande mer salée, cette fameuse mer Vermeille. Et surtout,
En retrouvant cette mer par le nord, il trouvait enfin la route vers la Chine, ses épices, sa soie et ses trésors. Moi, quand Makoku Manaïm raconte comment nos ancêtres ont accueilli et guidé les premiers Français au pays voilà 400 ans, son ton de voix transmet autant de la joie que de l'inquiétude. Elle m'explique que le grand voyage de Samuel de Champlain en 1613 dans notre région a changé le destin de notre peuple, pour toujours. Ma grand-mère me répète souvent « Julie, pour nos ancêtres qui ont accueilli Champlain, c'était un peu comme quand quelqu'un embarque dans un canot pour la première fois de sa vie. La personne qui était déjà là peut perdre tout son équilibre. » Mon grand-père Yves raconte que Samuel de Champlain est parti à l'aventure avec seulement une poignée d'hommes. Parmi ceux-ci, son fidèle interprète Thomas Godefroy et l'intriguant Nicolas d'Avignon. Ayant quitté Québec depuis la mi-mai, l'équipage a remonté le fleuve Saint-Laurent et fait escale à l'île Sainte-Hélène à Montréal. Champlain a nommé cette île ainsi en l'honneur de sa jeune épouse, Hélène Boulay. Sur cette île se retrouve aujourd'hui la Ronde avec tous ses manèges. Au rapide de la Chine, qu'on appelle Saint-Louis, Samuel de Champlain a rencontré des Algonquins de l'Outaouais. Ce sont mes ancêtres. Vous vous souvenez de notre vrai nom? Nous sommes les Kichisipi Anishinaabe, ce qui veut dire les vraies personnes de la Grande Rivière, les gens vrais. Mes ancêtres algonquins ont alors offert des canaux d'écorce à Champlain et les services d'un valeureux guide. La troupe a traversé le lac des Deux-Montagnes et a atteint la région de l'Outaouais. Samuel contemple enfin la grande rivière des Algonquins, la fameuse Kichisipi. Il note dans son journal « Cette rivière du Nord, suivant le rapport des sauvages, vient de plus loin et passe par des peuples qui leur sont inconnus. » Le dernier jour du mois de mai, l'équipage a remonté les rapides de Carillon et a fait escale à Chute-à-Blondeau. Qui sait, ils ont peut-être campé sur la populaire plage du parc Voyageurs. Le 1er juin, Champlain découvre toute la puissance du Lonceau. Champlain traîne son canot. La rapidité du courant est si grande qu'elle fait un bruit effroyable. Les rapides sont en furie et son canot l'entraîne vers la mort. Samuel plonge vers la noyade. Il ne sait même pas nager. Mais heureusement, la Kichisipi l'épargne de justesse. Le courageux guide algonquin a nagé à son secours. Par la suite, Champlain écrira « Par plusieurs fois, pensons être perdus, mais la divine volonté nous préserva tous. Le reste de la journée, nous nous reposâmes. » L'équipage a sans doute fait escale à l'île Hamilton, vis-à-vis Hawkesbury. Le 2 juin, quelque part entre Lefebvre et Papineauville, après avoir passé la baie de l'Orignal, l'équipage de Champlain a croisé 15 canots de la nation des Kinouché-Périni. Après nous être salués à la mode du pays, je les priai de ne passer outre et fûmes cabanés dans une île. Ces Anishinaabe, qui habitaient le lac aux Rands-Musqués plus au nord, étaient en route pour faire la traite des fourrures aux rapides de la Chine. Champlain en a profité pour échanger un membre de son équipe avec un de ses Algonquins. Celui-ci était un pagayeur d'expérience. Il a demandé à l'homme qui l'a échangé d'aller donner des nouvelles du voyage aux gens de la colonie. Les Kinouché-Périni ont averti Champlain des dangers en amont. Ils m'en voulurent détourner, disant qu'il y avait un méchant chemin et que nous n'avions rien vu jusqu'alors. Le 3 juin, le groupe arrive au confluent de la rivière Petite-Nation, près de Plaisance. Champlain est fasciné par la nature généreuse du pays qu'il décrit amplement dans son journal. Cette rivière est fort plaisante à cause des belles îles qu'elle contient et des terres garnies de beaux bois clairs qui la bordent.
La terre est bonne pour le labourage. Nous sommes exactement à l'endroit qu'on nommera Plaisance. Le guide Anishinaabe explique qu'à 4 jours de canot plus au nord, on trouve la nation des Wescarini. En fait, ces nomades plantaient souvent leur wigwam entre Saint-André-Avelin jusqu'au lac Simon. D'autres fois, ils s'installaient encore plus au nord sur les rives de la Lièvre comme de la Rouge, selon les saisons de chasse, de pêche et de cueillette de petits fruits. La plume de l'artiste Samuel est à la fois captivante et colorée. D'ailleurs, c'est en voyageant plus au nord, en Ontario, que Champlain inventera le nom d'un petit fruit sucré, le bleuet. La réputation du bleuet et le sentiment de fierté qu'il procure se tiraillent encore de nos jours entre les gens du lac Saint-Jean et de Sudbury. Mon beau-père Bernard m'a raconté une chose intrigante. Il pense que Champlain et ses hommes ont dû longer la rive québécoise cette journée-là puisque, dans son récit, Champlain ne remarque même pas l'embouchure de la rivière Nation du côté sud, près de Wendover. Cette rivière mène pourtant au pays d'un de ses plus fidèles alliés et amis, le chef Iroquois. C'est chef algonquin-là qui a été le premier à convaincre Champlain à aller faire la guerre aux Iroquois au lac Champlain en 1609. Et c'est ce même Iroquois, le chef des Onontks Chataronon, qui a déjà accueilli les jeunes Étienne Brûlé et Thomas Godefroy dans les wigwams de sa famille, quelque part entre Plantagenet et Castleman. Or, le 3 juin au soir, il semblerait que l'équipage de Champlain a fait escale aux îles près de Rutland ou encore, comme bien d'autres qui suivront, à l'île Pétrie à Orléans. Le 4e jour de juin, nous passâmes proche d'une autre rivière qui vient du nord, où se tiennent des peuples appelés Algonquins, laquelle va tomber dans le grand fleuve Saint-Laurent. Champlain parle de la rivière Gatineau qui va rejoindre la Saint-Maurice. Puis, l'équipage traverse la Kitchissippi vers le territoire qui deviendra Ottawa. Samuel est attiré par une merveille de la nature. Une chute d'eau admirable tombe d'une telle impétuosité qu'elle fait une arcade ayant de largeur près de 400 pas. Les sauvages passent en dessous par plaisir sans se mouiller. C'est ainsi que Champlain est impressionné par les chutes Rideau. L'écho de ce nom de l'époque de la Nouvelle-France retentit toujours dans la capitale. La rue Rideau, le centre Rideau, le canal Rideau. Oui, le rideau se lève sur un monde nouveau. Les voyageurs poursuivent leur périple sans savoir qu'ils longent les rives sur lesquelles seront bâtis le Parlement canadien et le Musée canadien de l'histoire, anciennement des civilisations. Pagayant toujours à contre-courant, l'équipage découvre une chute sacrée. Les sauvages l'appellent Asticot, qui veut dire chaudière. Cette chute d'eau mène un tel bruit dans ce bassin que l'on l'entend de plus de 2 lieues. Champlain assiste à une cérémonie intrigante. Nos guides Anishinaabe entraînent Thomas et Nicolas dans un rituel de danse et d'offrande de tabac pour calmer le dieu des eaux troubles. Coco Manae m'a déjà expliqué que nos anciens faisaient cette cérémonie pour obtenir de meilleures conditions pour la suite du voyage sur la Kitchissippi. L'offrande de tabac amenait aussi la protection des esprits contre les attaques des ennemis Haudenosaunee, ceux qu'on a surnommés les Iroquois. Ensuite, comme il leur arrive souvent de le faire, les voyageurs doivent faire du portage, c'est-à-dire transporter sur leur dos et à bout de bras canots, vivres, bagages, armes, pagaies et instruments. Ils étaient rendus à cet endroit qu'on désigne aujourd'hui la place du portage, au centre-ville de Gatineau. Champlain sort son astrolabe. Je pris la hauteur du lieu et trouvé 45 degrés. Avec Champlain, pas besoin de GPS. La chute chaudière est exactement à 45 degrés. C'est un navigateur extraordinaire. Oui, mais moi, mes ancêtres n'avaient pas besoin de ce petit cadran qu'on pointait vers l'étoile du Nord. Pour trouver leur chemin, ils observaient la nature.
Un peu plus tard, Champlain a traversé le lac des Chênes, vis-à-vis les actuelles villes d'Elmer et de Kanata, où il y a de fort belles îles remplies de vignes, de noyers et autres arbres agréables. Et s'y trouve une racine qui teint en couleur cramoisie, de laquelle les sauvages se peignent le visage. Les canotiers passent sans doute la nuit sur l'île Moore. Le 5 juin, Samuel et ses hommes traversent les rapides et le lac des Chats en avironnant, en tirant les canots et en portageant. Épuisés, les hommes doivent abandonner des vivres et de l'équipement. Nos sauvages, qui sont infatigables à ce travail et accoutumés à endurer telle nécessité, nous soulagèrent beaucoup. Là où se trouve maintenant Arnprior, l'équipage a croisé la rivière Madawaska, sur laquelle, en amont, on retrouve la nation des Matuescarini. Champlain note que les rives du lac ont presque toutes été brûlées par ses premiers habitants. On fait escale pour la nuit sur une petite île au nord de Braeside. Comme ailleurs en chemin, on plante une croix aux armoiries de France sur cette île que Champlain nomme île Sainte-Croix. Nos deux guides Anishinaabe ont dû vraiment rien comprendre à ce rituel. Champlain prenait possession du territoire au nom du roi de France. Mais pour nos ancêtres, comme me conte Makoko Manae, cette cérémonie de la croix ne fait aucun sens. Personne ne peut posséder Mère la Terre. En plus de ça, même si Champlain avait demandé la permission à mes ancêtres de prendre possession du territoire, c'est certain qu'il n'aurait pas dit non. La valeur de l'harmonie est tellement importante dans notre culture qu'on évitait à tout prix de dire non. C'est comme si le mot non n'existait même pas en algonquin. Le 6 juin, les explorateurs remontent le lac des Chats et les rapides des Chenaux vers le portage du fort. Les Algonquins ont alors de vives discussions avec Nicolas de Vigneault. Ils se contredisent sur le chemin à prendre. Nicolas affirmait qu'il n'y avait aucun danger par les sauts et qu'il fallait passer. Nos sauvages lui disaient « Tu es lassé de vivre ». Je suivis l'avis des sauvages. Champlain a alors enfin décidé de suivre les conseils de ses guides Anishinaabe. Il bifurque de la grande rivière des Outaouais pour faire un long portage vers le lac du Raz-Musqué. Épuisé et affamé après n'avoir mangé qu'un peu de poisson 24 heures auparavant, Champlain et ses hommes deviennent eux-mêmes un succulent repas. Ils se font manger par les moustiques. C'est justement en portageant, près de l'actuelle ville de Cobden, que Champlain aurait perdu ce qui deviendra plus tard un des plus grands symboles de la Nouvelle-France, son précieux astrolabe. Nous eûmes beaucoup de peine à faire ce chemin par terre, étant chargé seulement pour ma part de 3 arquebuses, autant d'avirons et quelques petites bagatelles. Mon père m'a conté que l'astrolabe de Champlain sera retrouvé par un jeune cultivateur de 14 ans, plus de 250 ans plus tard, c'est-à-dire en 1867, l'année de la Confédération du Canada. C'est un petit peu comme si le père de la Nouvelle-France voulait nous rappeler son rêve d'un nouveau monde, d'un grand pays qu'il fallait bâtir en sincère amitié avec ses premiers habitants. Mon père me rappelle toujours qu'ici au Canada, on peut difficilement comprendre comment l'être humain peut devenir égoïste, affreux et violent en cherchant du pouvoir. On peut y perdre toute sa famille. Heureusement, en rencontrant ma mère puis mes grands-parents, mon père s'est fait une nouvelle famille ici au pays, un nouveau monde. Quand j'étais plus jeune, mon père me taquinait en me faisant croire que c'est pour cette raison-là que sur sa statue à Ottawa, Champlain tient son astrolabe à l'envers. Pour ne jamais oublier que sans l'amitié puis le respect, on peut perdre le Nord. Aujourd'hui, on peut admirer l'astrolabe de Champlain au Musée canadien de l'histoire. Le 7 juin, la troupe de canotiers arrive au lac du Raz-Musqué et fait la rencontre de Nibashi, qui était sans doute le chef des Kinucheperini.
Nibashi et les siens sont surpris de voir que cette poignée de Français ait pu se rendre jusqu'à eux. Champlain les salua comme il se doit. Je leur fis entendre par Thomas, mon truchement, l'aise que j'avais de les avoir rencontrés. Pendant que ses compagnons échangent avec ses Anishinabés, Champlain note dans son journal que nos anciens faisaient de l'agriculture sur le sol qu'ils avaient brûlé. Champlain avait vu cette technique chez les Autochtones de la Floride. Ils me montrèrent leur jardinage et champs où il y avait du maïs. Leur terroir est sablonneux et pour ce, ça donne plus à la chasse qu'au labeur. Oui, mes ancêtres Anishinabés vivaient vraiment en profonde harmonie avec Mère la Terre. C'est ce qu'ils enseignaient à leurs enfants, le respect et l'amour de la nature, de tout ce qui vit autour de nous et aussi de soi-même. De nos jours, c'est à mon tour d'essayer de transmettre cette façon d'être auprès des gens qui m'entourent. Mes ancêtres ont partagé ce territoire avec les Européens et ont souvent fini, un peu, par s'y perdre. On doit travailler ensemble, recréer la force du cercle, retrouver la puissance de l'équilibre. Après avoir fait visiter son coin de pays, Nibashi a fait équiper 2 canots pour amener Champlain rencontrer le grand chef algonquin qui domine toute la Kitchissippi, le capitaine Tessouat. Les explorateurs arrivent au village de Tessouat à l'île aux Allumettes, plus précisément à l'île Morrison, près de Pembroke. Tessouat était tout étonné de me voir et nous dit qu'il pensait que c'était un songe et qu'il ne croyait pas ce qu'il voyait. On croit que Champlain retrouvait ainsi le bon vieux capitaine Tessouat qu'il avait rencontré à Tadoussac 10 ans plus tôt. Les explorateurs sont chaleureusement accueillis par les Algonquins de l'île, qui se nomment les Kitchissippirini, le peuple de la Grande Rivière. Champlain est impressionné par leur cimetière, où les visages des défunts sont sculptés sur leurs tombes. Après avoir considéré la pauvreté de cette terre, je leur demandai mais comment ils s'amusaient à cultiver un si mauvais pays. Le chef Tessouat lui explique qu'il habitait cet endroit rude et désagréable pour mieux se protéger des Iroquois. Il ajoute que si Champlain voulait bâtir un fort dans la région de Montréal, comme il l'avait promis, son peuple déménagerait avec les Français. Mon grand-père Yves surnomme Tessouat le douanier de la Kitchissippi. En réalité, notre chef Tessouat vivait sur cette île pour mieux contrôler tout le trafic et le commerce des fourrures sur notre grande rivière des Outaouais. Le père Bernard m'a dit que c'est au cours des 2 jours suivants que ce voyage rempli de merveilles au pays d'en haut deviendra un vrai cauchemar. À la demande de Champlain, Tessouat a invité d'autres chefs Anishinabés à un grand festin pour faire tabagie, pour confirmer leur alliance avec les Français et pour célébrer leur amitié. Tous les envoyés vinrent avec chacun son écuelle de bois et sa cuillère. Tessouat leur distribua une manière de bouillie faite de maïs et du poisson bouilli à part. Pour le boire, nous avions de belles eaux claires. Après avoir fumé la pipe avec les Algonquins, Champlain fait part de ses intentions, sans toutefois parler de son désir de se rendre à la fameuse mer du Nord. Je leur fis entendre que le sujet de mon voyage n'était autre que pour les assurer de mon affection, les assister en leur guerre, reconnaître la fertilité de la terre, les lacs, rivières et mers qu'ils m'avaient dit être dans leur pays. Puis, Champlain demande aux Anishinabés des canots et des pagayeurs pour le conduire jusque chez les Nipissing, qui habitent un lac plus au nord, dans la région de North Bay. Tessouat dit qu'il m'avait toujours reconnu plus affectionné en leur endroit et que je montrais bien être leur ami, qu'ils me voulaient du bien, comme à leurs enfants propres. Lorsque Champlain raconte qu'il veut explorer plus au nord, Tessouat sent le besoin de protéger son pouvoir et son contrôle sur l'Outaouais. Il redoute que les Français viennent perturber tout l'équilibre des échanges établis entre les Anishinabés.
notre bon vieux Tessouat, comme le décrit Champlain, devient plus ferme et reproche à Champlain son absence et ses rendez-vous manqués lors des 2 dernières années. Comme on ne peut dire non dans notre culture, les Kichisipirini hésitent beaucoup, mais acceptent de mener Champlain chez les Nipissing. Il leur déplaisait fort de telles entreprises pour les peines que j'y endurerais, que ces peuples étaient sorciers et qu'ils avaient fait mourir beaucoup de leurs gens par sort et par empoisonnement. Tessouat consulte alors les siens et change d'idée. Champlain insiste plus fort, mais le chef algonquin lui répète que cette expédition est beaucoup trop dangereuse. Je leur fis réponse que j'étais fâché de ce qu'ils se montraient si peu mes amis. Champlain revient à la charge et dit à Tessouat que toute cette histoire de danger était exagérée, puisque Nicolas avait fait lui-même ce voyage vers le nord l'hiver précédent. Tessouat dit à mon imposteur, « Nicolas, tu es un assuré menteur. Tu sais bien que tous les soirs, tu couchais à mes côtés avec mes enfants. Si tu as été vers ces peuples, ça a été en dormant. » Tessouat reproche au jeune éclaireur d'avoir été méchant au point d'entraîner Champlain dans un périple qui mettait sa vie en jeu. Nicolas jure sur sa propre vie que tout ce qu'il disait était vrai. Pendant cette discussion, Thomas est venu avertir Champlain que les Algonquins envoyaient secrètement un canot avertir les Nipissing de leur arrivée. Champlain dévoile alors son plan de se rendre jusqu'à la mer du Nord. Je leur répliquai que mon homme avait été en cette contrée avec un parent de Tessouat, qu'il avait vu la mer et le bris d'un vaisseau anglais. Les Algonquins regardent Nicolas de travers et se jettent sur lui, le traitant à nouveau de menteur. Ils veulent le tuer. Usant de toute sa diplomatie, Champlain réussit de justesse à sortir Nicolas de cette situation. Pris de panique et rassuré que Champlain l'épargnerait, Nicolas se ravise. Il affirme que tout ce qu'il avait dit était un mensonge. Plus tard, Nicolas supplie Champlain de le laisser au pays pour réparer sa faute. Il ferait tant par son labeur qu'il verrait cette mer et en rapporterait des nouvelles l'année suivante. Et pour quelques considérations, je lui pardonnai à cette condition. À ce point-ci, Champlain n'a plus d'autre choix que de rebrousser chemin. Et Tessouat est sans doute fier d'avoir réussi à conserver son contrôle et l'équilibre des échanges sur la Kichisipi, tout en conservant ses liens d'amitié avec les Français. Le 10 juin, avant de repartir du pays des Kichisipirini à l'île aux Allumettes, Champlain plante une croix à l'écusson fleur d'Elysée. Tessouat promet bien la préserver jusqu'à son retour. Champlain et ses hommes prennent le chemin du retour vers Québec et Tadoussac. Mais cette fois-ci, ils descendent l'Outaouais du côté de Fort Coulonge. De retour en France à partir de Tadoussac, Champlain apprend une nouvelle tout à fait étonnante. Nicolas lui avait peut-être conté des histoires, mais il avait dit toute la vérité sur le fait le plus important. Un navire anglais avait véritablement fait naufrage à la mer du Nord et 80 hommes d'Henry Hudson n'en sont jamais revenus. Dans le fond, une chance que Nicolas l'a convaincu d'aller explorer la Grande Rivière. Ravivé par l'espoir et l'urgence d'assurer le territoire au nom du roi de France, Champlain, déterminé comme il l'était, et décidé de plus que jamais refaire son voyage sur la Kichisipi, au pays des Anishinaabe. Ce grand rêveur se dit que ce n'est pas terminé. Il ne fait que remettre son plan à une prochaine fois. En 1615, Samuel de Champlain remontera une deuxième fois la Kichisipi pour se rendre en Huronie. Cette fois-ci, l'explorateur peut passer le pays de Tessouat à l'île aux Allumettes sans aucun problème et poursuivre sa route. Comme l'a fait Étienne Brûlé 5 ans auparavant, Champlain empruntera la Mattawa et traversera le lac des dangereux sorciers Nipissing qui, curieusement, le recevront chaleureusement. Il descendra ensuite la rivière des Français pour enfin arriver à la mer Douce, la baie georgienne du lac Huron, dans la région de Penetanguishene.
Après une première défaite contre les Iroquois lors d'une bataille à Syracuse, Samuel de Champlain sera contraint de passer un hiver fascinant parmi les Hurons à Kaiyagé, au sud du lac Couchiching, tout près d'Orillia. Le père Joseph Le Caron se rendra lui aussi en Huronie, en espérant évangéliser les Hurons. Les Français ont apporté au pays le fer révolutionnaire, des étoffes chaudes, des armes qui ont aggravé les guerres et maintenant, un nouveau Dieu. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Kichimigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, voileurs et rêveurs vus accueillis, nourris, guidés par des peuples fiers, montant ensemble la grande rivière. M'accroche à ton grand rêve, pagaillons, jusqu'au bout de la terre, dessinons ce nouveau monde, cette nouvelle France, comportons-nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tout le sol brûlé, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau. Le rideau se lève sur un monde